Donc, merci aux organisateurs de cette grande messe scientifique. Mon collègue Ibrahima et moi-même avons choisi de vous entretenir sur une thématique d'actualité. Notre thématique, comme cela a été dit en introduction, s'intitule Les droits des travailleurs maritimes mis à rude épreuve, les leçons de la crise de la mer Rouge. Je tiens à préciser d'entame qu'il s'agit d'une communication qui se situe dans un champ disciplinaire assez singulier, un champ disciplinaire assez particulier, qui est dénommé le droit du travail maritime ou encore droit social des gens de mer. Il s'agit de l'ensemble des règles qui encadrent les relations individuelles et collectives de travail maritime. Et ce droit, il s'applique en présence d'un contrat d'engagement maritime. Le contrat d'engagement maritime, c'est le contrat de travail des marins. Ce droit, il va fixer les conditions de formation de ce contrat, les conditions d'exécution de ce contrat et les conditions d'extinction de ce contrat. Pour revenir à la situation dans la mer Rouge, il faut se demander ce qui se passe concrètement dans cette zone du globe. Depuis le 7 octobre 2023, un conflit armé oppose Israël et le Hamas. Ce conflit armé a débuté lorsque le Hamas a lancé une attaque contre Israël. Et dans le cadre de ce conflit qui oppose Israël et le Hamas, les outils qui sont des alliés au Hamas et qui bénéficient du soutien de l'Iran lancent également des attaques contre les intérêts israéliens. Ces attaques ciblent notamment en mer Rouge des navires qui appartiennent à des compagnies israéliennes, mais aussi des navires appartenant à des compagnies étrangères qui commercent avec Israël. Il s'agit clairement d'attaques contre des navires qui présentent un lien avec Israël. Au 3 avril 2024, on dénombrait 133 incidents dans la mer Rouge. Pas plus que le 1er octobre dernier, donc en début de ce mois, deux navires ont encore été attaqués par des outils dans la mer Rouge. Il s'agit clairement d'actes de violence contre les navires, mais aussi contre le personnel à bord, donc contre les travailleurs à bord. Quelle qualification peut-on donner à ces actes-là? S'agit-il de faits de piraterie, de vol à mer armée, de terrorisme ou encore d'actes de guerre? Une chose est sûre, la situation à laquelle on assiste dans la mer Rouge depuis le 7 octobre 2023 est génératrice d'importantes conséquences qui sont perceptibles à deux niveaux. Au premier niveau, ces conséquences sont perceptibles sur le transport maritime en lui-même. Et au second niveau, c'est le cœur de notre réflexion, c'est l'impact ou les conséquences de cette situation-là sur les travailleurs à bord des navires. Deux mots très rapidement sur les conséquences de cette crise à laquelle on assiste dans la mer Rouge sur le transport maritime. Il faut dire qu'on voit un véritable dérèglement du transport maritime. Pourquoi? Parce que les navires sont obligés de contourner la zone de conflit, ce qui va engendrer un rallongement des expéditions, ce qui entraîne des retards et ce qui engendre d'importants coûts pour les compagnies maritimes. Intéressons-nous maintenant à l'impact de la crise de la mer Rouge sur la situation des travailleurs à bord des navires. Comme je l'ai dit tantôt, le contournement de la zone de guerre engendre un rallongement des expéditions. Et qui dit rallongement des expéditions veut dire également rallongement du temps de travail, du temps de navigation des marins à bord des navires. Et dans de pareilles circonstances, le repos des travailleurs maritimes n'est pas forcément respecté. Et ces travailleurs-là, malheureusement, souffrent souvent de la fatigue. Cette fatigue qui constitue même un facteur qui met en péril leur sécurité, leur vie à bord et la sécurité de l'expédition maritime. Il y a des attentes physiques qui sont portées à ces travailleurs-là. Et une préoccupation majeure émerge, c'est celle qui est liée à la santé mentale des travailleurs à bord des navires dans la zone de conflit. Plus concrètement, pour des équipages de navires, donc des travailleurs à bord de navires, ayant fait l'objet d'une attaque,
se pose la question de la reconstruction après le traumatisme subi en raison d'une attaque. Est-ce que de tels marins seraient aptes à retourner travailler à bord d'un navire? Est-ce qu'ils auraient droit à des indemnités en cas d'inaptitude? Qui est-ce qui paye ces indemnités? Il s'agit là clairement des questionnements qui émergent au regard de la situation à laquelle nous assistons dans la mer Rouge. Quel est le dispositif existant pour prévenir ce genre de violence en mer, mais surtout pour protéger les travailleurs maritimes et garantir leurs droits? Je laisse la parole à Ibrahima. Merci Désiré. Nous verrons tout d'abord les dispositifs de lutte contre les actes de violence en mer et les limites de ces dispositifs avant de proposer quelques pistes de solutions. Il y a deux types de dispositifs. Donc, des dispositifs de prévention des violences en mer et des dispositifs de prise en charge des marins victimes d'actes de violence en mer. D'abord, les dispositifs de prévention. Donc, les dispositifs de prévention, nous avons d'abord les mesures militaires. Vous le savez, hein, juste après les premières attaques en mer Rouge, les États-Unis, soutenus par le Royaume-Uni, ont mené l'opération dénommée Gardien de la prospérité. L'opération Gardien de la prospérité qui consiste à bombarder des cibles rebelles en mer Rouge. L'Union européenne est aussi entrée dans la danse avec l'opération Aspide qui consiste plutôt à des patrouilles pour intercepter les missiles et les drones. Nous avons aussi les normes de sûreté maritime. Les normes de sûreté maritime sont essentiellement adoptées par l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Il s'agit du Code international pour la sûreté des navires et des installations portières, le code ISPS. Ce code a été adopté en 2001 en réponse notamment aux attentats du 11 septembre 2001. Il vise à protéger le transport maritime international contre les menaces terroristes en exigeant notamment la désignation d'agents de sûreté à bord des navires et la mise en place de plans de sûreté. Il y a également la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, Convention SUA. Cette convention, elle, permet l'arraisonnement des navires suspects et impose des mesures de prévention et de dissuasion, y compris la possibilité d'extrader les auteurs des actes de violence vers leur pays d'origine. Et enfin, il y a le système d'identification et de suivi des navires de grande distance, le système LRID. Ce système, quant à lui, exige le suivi à distance des navires et la transmission des informations en temps réel aux autorités compétentes, facilitant ainsi le sauvetage en mer et la réponse rapide en cas de menace en mer. Toujours dans les dispositifs de prévention, nous avons également l'application du droit commun du travail, notamment le droit d'alerte et le droit de retrait. Les marins, comme tous les travailleurs, bénéficient d'un droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Pensons maintenant au dispositif de prise en charge des marins. Pour le dispositif de prise en charge des marins victimes de violences en mer, ces dispositifs sont essentiellement adoptés par la Convention qui établit des conditions minimales de travail maritime et de vie pour tous les marins, à savoir la Convention maritime de 2006, plus connue sous le nom de MLC. Cette convention garantit la continuité du contrat d'engagement maritime en cas d'acte de piraterie ou de vol à main armée. Cela signifie tout simplement que
le marin continue à percevoir, même en cas de captivité, suite à des actes de piraterie et de vol à main armée, son salaire, sa rémunération. La Convention prévoit également une responsabilité des armateurs, une responsabilité qui implique la prise en charge des conséquences financières des accidents de travail et maladies professionnelles, notamment en l'absence de sécurité sociale. Si tous ces dispositifs de prévention et de prise en charge que nous venons de voir sont d'une importance incontestable, hein, ils sont d'une importance capitale, mais leur efficacité, voire leur applicabilité au cas spécifique de la mer Rouge est très limitée. Cela est notamment dû au caractère inédit du mode opératoire pour mener ces attaques. Il faut savoir que ces attaques sont menées à terre à travers des lancements de drones et de missiles. Donc, ce ne sont pas des attaques en mer. Alors que les normes de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation maritime internationale sont plutôt pensées pour, par exemple, la piraterie maritime, le terrorisme ou le vol à main armée. Ces normes ne sont pas pensées pour le cas spécifique de la mer Rouge. Et pour les interventions militaires, certes, ça a eu des conséquences, mais ces interventions n'ont pas complètement éliminé le danger. Aussi, en ce qui concerne les limites du droit commun, c'est-à-dire du droit de retrait, ce droit est difficilement applicable en mer parce qu'une fois embarqués, les marins n'ont pas souvent la possibilité de quitter le navire, même en cas de danger. Et si ce droit est exercé avant l'embarquement, ces marins seraient privés en général de contrats de travail ou de rémunération parce que dans ce secteur, il y a beaucoup de contrats qui sont considérés comme précaires. Ceci étant dit, je laisse la parole à Désiré pour nous parler des solutions envisageables. Quelques pistes de solutions ont émergé dans le cadre de la réflexion que Ibrahima et moi avons menée sur les impacts de la crise sur la situation des travailleurs maritimes. Tout d'abord, aujourd'hui, il faut une adaptation des normes de sûreté maritime au contexte actuel. Cette adaptation, elle s'impose. Plus concrètement, il faut quoi? Il faut que ces normes-là puissent inclure les attaques de missiles et de drones. Et comme l'a relevé Ibrahima tantôt, ces normes telles qu'elles existent aujourd'hui n'ont pas été pensées dans cette optique. Ensuite, faut-il tendre vers une redéfinition du droit de retrait afin d'adapter l'exercice de ce droit-là aux réalités maritimes? On doit pouvoir permettre aujourd'hui aux marins de refuser de naviguer dans des zones qui présentent un danger, soit pour sa vie ou pour sa santé, et ce, sans pour autant que le marin puisse perdre son contrat ou encore sa rémunération. Enfin, il serait important de maintenir une responsabilité des armateurs, donc des compagnies maritimes, en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, et ce, même en présence d'un système de sécurité sociale. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est exiger une prise en charge de l'intégralité des frais nécessaires pour la guérison du marin, et ce, jusqu'à sa guérison. Après, l'armateur, il pourra toutefois disposer de la possibilité de se subroger au marin dans ses droits, mais il faut qu'il soit rendu responsable, et ce, de bout en bout. Pour conclure, nous dirons que les défis actuels auxquels sont confrontés les travailleurs maritimes en mer Rouge nécessitent une réévaluation des dispositifs existants. À cet effet, une approche proactive et adaptée est essentielle pour garantir non seulement la sécurité, mais aussi le bien-être de ces travailleurs. Rappelons-le, il s'agit de travailleurs qui permettent de faire transiter plus de 90% des produits du commerce international. Ce sont des travailleurs qu'on qualifie de travailleurs essentiels. Il faut donc que leurs droits puissent être garantis en toutes circonstances. Nous vous remercions.